Ok, très bien. Donc, merci pour votre participation. Donc, comme je vous ai dit, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle session de la formation sur les instabilités élastiques et le dimensionnement des structures métalliques. Donc, cette session-là est divisée en trois séances et je vais commencer par vous présenter l'objectif principal de la formation ainsi que les différentes parties. Donc, bien sûr, si je vais proposer l'objectif comme étant si je vais commencer par le problématique, donc après avoir bien sûr modélisé la structure, quelle que soit une modélisation en 2D ou bien une modélisation en 3D, quel que soit, vous allez effectuer une analyse statique ou bien une analyse dynamique, quel que soit, vous allez effectuer un calcul linéaire ou bien non linéaire. De toute façon, finalement, vous allez lancer le calcul, vous allez vérifier la stabilité de votre structure et le résultat final, c'est le dimensionnement. Donc, le dimensionnement, s'il s'agit bien d'une structure existante, bien sûr, vous allez vérifier la résistance des éléments de la structure existante. Et ici, il s'agit bien d'une nouvelle structure. Bien sûr, vous allez chercher les profilés corrects et les profilés qui vérifient toutes les conditions de résistance. Les conditions de résistance sur lesquelles on va insister dans cette formation-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit vérifier pour les différentes familles qui constituent une construction métallique? Bien sûr, si je vais parler construction métallique, généralement, on parle des bâtiments industriels, des bâtiments simples rez-de-chaussée composés par une toiture constituée par deux versants inclinés. Mais bien sûr, on peut parler aussi des panneaux, des ombrières photovoltaïques, on peut parler des panneaux publicitaires, on peut parler des tours métalliques, des structures tôles et ainsi de suite. Mais ici, on va généraliser un peu parce que on va parler des différentes conditions de résistance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit vérifier euh, pour les différents types de sollicitations. Si je vais comparer ici entre les structures en béton armé et entre les structures en charpente métallique. Bien sûr, si on compare toujours une structure ou bien un bâtiment en béton armé par rapport à une charpente métallique, il y a une grande différence. Essentiellement au niveau des sollicitations. Lorsqu'on va parler d'un bâtiment en béton armé classique, soumis uniquement à des charges descendantes, dans ce cas-là, vous allez avoir des poteaux qui sont généralement des poteaux comprimés, des dalles soumises à la friction biaxiale et les poutres qui sont généralement soumises à la friction simple. Donc ici, dans le cas des bâtiments en béton armé, on parle généralement des sollicitations simples. Dans l'RDM, lorsqu'on parle des sollicitations simples, ou bien un élément soumis à un effort normal, compression ou bien traction, ou bien un élément soumis à la friction simple. Il y a la friction déviée, même la friction biaxiale, il s'agit bien d'une sollicitation simple. Il y a d'autres types de sollicitations. Ce sont les sollicitations composées. Les huma, la friction composée et la torsion. Ok? Donc, la différence par rapport d'une structure métallique par rapport à une structure en béton armé, c'est que, puisqu'on considère toujours l'action du vent comme une charge et parfois dominante pour les structures légères, aussi l'action sismique aussi considérée comme étant une charge horizontale, donc vous allez avoir des éléments qui sont soumis à la friction composée, tels que les poteaux, les traverses, et on peut rencontrer des sections, ou bien des profilés, ou bien des poutrelles qui sont soumises à la friction biaxiale, telles que les pannes et les listes de partage, les potelets aussi, et on peut aussi trouver des éléments qui sont soumis uniquement à un effort axial, tels que les éléments de contreventement, ou bien si vous avez une structure triée. Donc, dans cette formation-là, sur quoi on va insister?
on va insister sur qu'est-ce qu'il nous demande le code 3 de vérifier pour ces différentes sollicitations. Pour chaque sollicitation, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Et comment paramétrer ça, bien évidemment, sur le logiciel robot. Donc, pour bien clarifier, notre tâche dans cette formation-là arrive directement après la phase de modélisation. OK? Donc, la phase de modélisation, comme je vous ai dit, c'est une étape très, très importante. C'est pas question. Parce que pour avoir une distribution correcte des efforts internes, pour avoir un comportement réel de la structure, il faut bien modéliser votre structure. Il faut bien considérer toutes les hypothèses et toutes les conditions nécessaires. Après avoir lancé le calcul, après avoir vérifié la stabilité de la structure pour éviter bien évidemment les avertissements et les erreurs, et donc pour les structures métalliques, directement on va passer à deux étapes ou bien trois étapes intéressantes. La première étape, c'est le dimensionnement des profilés métalliques. Directement après, on va vérifier les assemblages ou bien le dimensionnement des assemblages. Et dans une dernière étape, bien évidemment, on va dimensionner les éléments de la fondation. Donc, bien sûr, puisque c'est la première séance, je vais commencer par une partie sur les notions de base de la RDA parce que pour bien donc maîtriser cette partie-là, pour bien comprendre les différentes formules, il y a beaucoup de formules sur lesquelles on va parler. Il faut bien sûr connaître. Je sais qu'il y a des choses simples, mais il faut apprendre ça une fois pour toutes. Mais je vais commencer par une petite introduction sur les structures métalliques. Ok, donc vous savez qu'à l'époque c'était la fente la plus utilisée en construction métallique. La fente c'est le fer plus un pourcentage de carbone, un pourcentage de 1 jusqu'à 5%. Donc, il y a des avantages, bon, avantages peut-être utilisés dans pour pour par exemple les chauffages centrales à eau, par exemple, ils utilisent la fente. Pourquoi? Parce qu'il a une très bonne conductivité thermique. Mais du point de vue mécanique, c'est un matériau qui est caractérisé par une bonne résistance à la compression. C'est pour cette raison, regardez par exemple pour le pont construit en Angleterre en 1779, déjà la structure en arc, c'est pour obliger finalement que tous ces éléments-là soumis uniquement à la compression parce que la fente, c'est un matériau qui est caractérisé par une très bonne résistance à la compression et une mauvaise résistance à la traction. Donc, c'est pour cette raison, bien sûr, l'ANA, ils ont diminué le pourcentage du carbone pour avoir ce qu'on appelle l'acier utilisé jusqu'à maintenant. Et l'avantage ici, c'est que on va avoir un matériau qui est caractérisé par une bonne résistance à la compression et c'est la même résistance à la traction. Donc, on est en train de parler d'un matériau qui est caractérisé par une bonne résistance à la traction et une bonne résistance à la compression. C'est un avantage. Mais, bien sûr, il y a des inconvénients. Bon, parmi les avantages de construire en acier, c'est la bonne résistance à la traction, qui est un problème pour, par exemple, le béton armé. C'est pour cette raison, on ajoute, pour le béton, c'est pour cette raison, on ajoute les armatures pour avoir un élément qui a une bonne résistance à la traction et à la compression à la fois. Ici, non, vous avez un matériau isotrope homogène et contenu, et donc, c'est bon, une bonne résistance à la traction et une bonne résistance à la compression, et donc on peut franchir des grandes portées avec des faibles sections. Mais il possède plusieurs inconvénients. Les deux inconvénients, les deux principales problèmes, les deux inconvénients majeurs, c'est la faible tenue au feu, bien évidemment, et surtout la susceptibilité aux instabilités élastiques. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les profilés utilisés en construction métallique sont dites
des structures ouvertes et minces. Donc, si je vais regarder l'épaisseur de la semelle par rapport à la longueur de la semelle, si je vais regarder l'épaisseur de l'âme par rapport à la longueur de l'élément, la poutre ou bien le poteau, si je vais regarder même la hauteur de l'élément par rapport à la longueur de l'élément, donc je peux constater que donc là, on a un élément qui est élancé. L'élancement, il est important. Et donc, dans ce cas-là, sous l'effet de la présence de ces différentes sollicitations, il peut se déformer. OK. Quels sont les types de déformations sur lesquelles on va parler? On a trois. OK. Trois types des instabilités. J'ai dit instabilité élastique. Je vais commencer par les instabilités. Après, je vais parler de pourquoi ils sont dites que c'est élastique. Donc, vous avez trois types des instabilités. Là, d'abord, le flambement. Le flambement, c'est la déformée de la barre sous l'effet de la présence d'un effort de compression. Il y a le déversement. Le déversement, c'est la rotation de la section. Vous avez une distribution irrégulière des contraintes de compression et de traction dans la section transversale. Et donc, elle va tourner. Et vous avez le voilement. Bon. D'où les problèmes rencontrés. Donc, c'est vrai que j'ai un matériau qui a une bonne résistance à la compression et une bonne résistance à la traction, mais sous l'effet puisque c'est élancé, bien évidemment, élancé, c'est-à-dire vous avez un poteau de hauteur 7 mètres ou bien 5 mètres, on y peut 300. Et donc, quand même, hein, c'est un élément qui est très, très élancé. Sous l'effet de la présence d'un effort de compression, je vais avoir le flambement. Ou bien, si on parle des éléments fléchis, dans ce cas-là, on peut rencontrer des problèmes de déversement. Le voilement, c'est le flambement, mais pour des plaques métalliques. Okay? Donc, là, le voilement, c'est le flambement. Mais c'est pas pour les barres, mais c'est pour les plaques. Mais n'oubliez pas, lorsqu'on va parler de des structures en I, par exemple, des profilés en U, ou bien des profilés en U, ou bien en H, bien sûr, ils sont formés par des tôles métalliques. Okay? Donc, pour une barre, je peux avoir le flambement, c'est un phénomène global, et je peux avoir aussi le déversement, plutôt le voilement, qui est un problème local. C'est-à-dire uniquement la semelle supérieure, ou bien la semelle inférieure, ou bien là, qui va se déformer. C'est le flambement, mais local. C'est pour une partie de la section. Pourquoi il s'appelle élastique? Tout simplement parce que je peux dire que ces phénomènes-là sont très dangereux. Très dangereux dans les constructions métalliques. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on parle de la définition de la résistance d'un élément, si je vais dire, OK, comment vous pouvez me expliquer la résistance d'un élément? C'est tout simplement lorsque la contrainte elle est inférieure ou égale à une contrainte admissible. C'est-à-dire la définition de stabilité, la résistance. Lorsque la contrainte dans l'élément elle est inférieure ou égale à la contrainte admissible. Pourquoi j'ai pas dit la résistance? Parce que là, c'est la contrainte de résistance toujours divisée par un coefficient d'obscurité. La marge d'obscurité. Okay? Donc, normalement, lorsque cette condition-là est vérifiée, normalement, notre structure, bien, l'élément de notre structure, elle est stable. Mais, c'est pas toujours ça pour les constructions métalliques. Pourquoi? Parce que je peux avoir un champ de contrainte dans le poteau inférieur à sigma admissible, et par contre, je vais avoir la ruine. Pourquoi? Parce que le poteau, elle va flamber. Donc, pourquoi on appelle ça des instabilités élastiques? C'est-à-dire que je peux avoir la ruine de l'élément de la structure, bien de la structure entière, même si la contrainte dans l'élément, elle est inférieure à une contrainte de résistance. Okay? Donc, c'est pour cette raison, j'ai dit que c'est dangereux. Et c'est pour cette raison, parfois, toutes les vérifications nécessaires qu'on va effectuer pour un élément revient à vérifier sa stabilité vis-à-vis le flambement ou bien se stabiliser vis-à-vis le déversement. Et pour le voilement, c'est un autre point sur lequel on va parler tout de suite. Donc, pour vérification des éléments de la structure, on va vérifier ça par rapport au flambement et par rapport au déversement, plus la vérification de la résistance
de la section transversale. Donc, vérification de la contrainte. C'est une vérification dite de résistance de la section transversale. Est-ce que c'est suffisante? Parfois oui, parfois non. Si on n'a pas uniquement cette condition-là qu'on doit vérifier, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier les phénomènes des instabilités élastiques tels que le flambement et le déversement. Pourquoi j'ai dit parfois sigma inférieur à sigma admissible, parfois elle est largement suffisante? Oui, existe une construction métallique dans deux cas, pour des structures soumises à l'attraction, ou bien pour des structures soumises à des sollicitations qui risquent d'avoir le flambement ou bien le déversement, mais l'élément n'est pas élancé. Imaginez, vous avez une règle de hauteur 50 cm ou d'épaisseur très faible. Lorsque je vais appliquer un effort de compression, il va flamber. Lorsque je vais prendre 2 cm, un morceau de 2 cm de cette règle-là, et j'applique un effort de compression, non, je ne peux pas avoir le flambement. Je vais casser directement, je vais engendrer la ruine. Et donc, dans ce cas-là, j'ai dépassé la résistance de la règle. Mais dans le premier cas, j'ai pas dépassé la résistance. Peut-être je suis encore loin de la résistance, mais le flambement, c'est lui qui va engendrer l'instabilité de la structure. Okay. Donc, s'il vous plaît, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez directement intervenir. Hein. Ok. Donc, rapidement, donc, je vais commencer par parler de caractéristiques mécaniques à connaître. Vous connaissez ça sûrement. Donc, sigma inférieur à sigma admissible, on va déterminer ce sigma admissible-là à quoi est égal. C'est pour cette raison, je vais parler de la loi de comportement. Donc, là, je vais parler d'un point qui est très très connu et nécessaire pour n'importe quel matériau utilisé en génie civil. On doit connaître son comportement. Et son comportement, c'est quoi? C'est sa réponse en termes de déformation lorsqu'elle est soumise à un effort de compression ou bien de traction. Donc, c'est pour cette raison, pour déterminer les caractéristiques mécaniques de l'acier, on va réaliser à l'échelle de laboratoire. Donc, on va pas toujours réaliser ça. C'est une seule fois et vous allez avoir une fiche technique pour déterminer ces paramètres-là. Mais ici, dans cette formation-là, je vais parler qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire pour vérifier la résistance ou bien les caractéristiques mécaniques d'un élément, ou bien pour déterminer certaines. Si vous avez, par exemple, testé un matériau, il faut faire ça. Donc, je vais prendre une éprouvette cylindrique généralement, et je vais appliquer ou bien un effort de compression ou bien un effort de traction. Et je vais tracer la courbe sigma en fonction de epsilon. Sigma, c'est simple, puisque l'éprouvette est soumise à un effort de compression sigma égale à n sur A, et avec A, c'est l'aire de la section transversale. Et pour la déformation, c'est la déformation relative. Okay? C'est l'allongement sur la longueur initiale. Donc, à chaque fois, je vais augmenter l'effort n. Bien sûr, la déformation, elle va augmenter. Donc, l'allongement augmente. Jusqu'à, bien sûr, la rupture de l'éprouvette. Et pour chaque augmentation d'une valeur de n, je vais calculer sigma égale à n sur A. Et je vais, à travers des jauges de déformation, je vais déterminer epsilon. Et je vais tracer cette courbe-là qui est la courbe rouge. Donc, pour n'importe quel, bon, c'est pas pour n'importe quel, l'acier utilisé en construction métallique doit avoir cette courbe-là. C'est selon la loi. C'est obligatoire. Et cette courbe-là donne 3 ou bien 4 zones. Bon, je peux diviser ça en 3 zones. On va respecter ça. 1, 2, 3 et 4. La première zone, zone 1, c'est une droite qui est linéaire. Et c'est le domaine d'élasticité du matériau. Qu'est-ce que ça veut dire domaine d'élasticité? C'est-à-dire, si je vais décharger l'éprouvette, elle revient à son état initial. Et je peux faire sortir de cette zone-là deux paramètres mécaniques essentiels. Module de Young, qui est la pente de la droite. Module de Young ou bien module d'élasticité ou bien, je préfère toujours la troisième notation, il y a le module de déformation longitudinale. Pourquoi? Parce que lorsque je vais appliquer un effort de compression ou bien de traction, je vais engendrer une déformation longitudinale. Donc le E, c'est un paramètre mécanique responsable à la déformation longitudinale. Et la limite de cette zone-là, zone 1,
c'est Fy. Fy, c'est la contrainte limite élastique. Et donc, c'est le paramètre clé de calcul. Ok? Fy, c'est la contrainte limite élastique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je vais appliquer un effort sur la poutre, je vais diviser l'effort par la surface, j'obtiens une contrainte inférieure à Fy, donc je suis dans le domaine de l'élasticité. Dans la majorité des cas, en dimension de la structure dans cette zone-là. J'augmente toujours la valeur de n et je vais quitter, bien sûr, le domaine d'élasticité. Je vais entrer dans la zone 1, 2 et 3. C'est la zone de plasticité. Okay? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je vais décharger l'éprouvette à partir d'un point M, impossible de revenir à son état initial. Je vais avoir toujours une déformation résiduelle. Mais est-ce que je peux avoir la rupture? Non. Du point de vue résistance. Je ne suis pas encore parlé de la stabilité élastique, du point de vue résistance uniquement. Donc, dans la zone 2 et 3, jusqu'à le maximum ici, je peux pas avoir ici la rupture. Mais c'est la plastification des matériaux. C'est-à-dire, la longueur de la barre, l'éprouvette initialement L0, impossible d'avoir L0. C'est L0 plus un delta L. Même si je vais décharger l'éprouvette, elle ne revient pas à son état initial. Jusqu'à le point, je vais noter ça par exemple, le point N, ou la M'. Jusqu'à M', c'est la contrainte de rupture. Donc FU plutôt, c'est la contrainte de rupture. Donc, si je vais dépasser FU plutôt, si je vais appliquer sur la structure une contrainte égale à FU, donc je vais engendrer la rupture de l'éprouvette. Pourquoi la question qui se pose? Pourquoi je ne vais pas avoir la rupture ici? Je vais avoir cette zone-là 4. Elle s'appelle la zone de striction, puisque l'éprouvette, avant la rupture, je vais avoir cette forme-là. C'est une réduction au niveau de la scission. Et directement après, je vais avoir entre M' et entre M seconde. Ici, l'éprouvette, je vais avoir la rupture. Donc, qu'est-ce que je vais faire sortir de cette courbe-là? Combien de paramètres? 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le mode d'élasticité, qui est constant pour n'importe quel acier. E égale à 2,1, 10 à la puissance 5 mégapascal, égale à 2,1, 10 à la puissance 6 décanewtons par centimètre carré. Fy dépend de la nuance d'acier. Fu dépend de la nuance d'acier. Quoi d'autre? Quatrième paramètre, c'est la ductilité. Le palier numéro 2, le palier horizontal, représente la ductilité. Donc, c'est un paramètre essentiel pour les aciers utilisés en construction métallique. Qu'est-ce que ça veut dire la ductilité? Ductilité, ça veut dire lorsque je vais atteindre, là, c'est un palier d'écoulement. Il s'appelle vous trouvez la ductilité ou bien le palier d'écoulement. Lorsque je vais atteindre Fy, c'est la contrainte maximale. L'éprouvette, elle va continuer de se déformer sans avoir la rupture. C'est un point, c'est un atout et un point positif, surtout pour les structures, pour la résistance de la structure vis-à-vis des séismes. Donc, lorsqu'on atteint une charge maximale, la structure, elle va continuer c'est la souplesse. Elle va continuer de se déformer sans avoir la rupture, avec une force appliquée égale à 0. Égale la force maximale. Donc, le palier 2, c'est dans le domaine de plasticité, bien évidemment, puisqu'on parle de déformation qui est contenue, mais c'est un palier qui caractérise la ductilité de l'acier. Okay? Donc, il faut utiliser l'acier ductile. C'est ça. Mais, donc, bien sûr, j'ai dit que on parle d'un matériau qui est caractérisé par une bonne résistance à la compression et à la traction. Et c'est la même. C'est juste le signe qui change. Ok? Donc, Fy, si on parle de Fy ici, comme résistance à la traction, c'est la même résistance à la compression. Donc, du point de vue résistance, l'acier, il possède la même résistance à la compression et la même résistance à la traction. C'est juste le signe qui change. Bien sûr, traction positive en RTM et compression négative.
Et vous avez ici, bien sûr, un tableau qui résume les différentes caractéristiques physiques ou bien mécaniques nécessaires à connaître, bien sûr, lors de l'étude des structures métalliques. La première chose, c'est le poids volumique. Donc, poids volumique égale 78,5 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique de l'acier égale à 7850 kg par mètre cube. Comme je vous ai dit, peu importe la nuance d'acier, donc E égale à 2,1 10 à la puissance 5 mégapascal. Coefficient de Poisson égale à 0,3. Bon, là, c'est juste un point. 0,3 lorsque je suis dans le domaine de l'élasticité. 0,5 lorsque je suis dans le domaine de plasticité. Okay. Et comme je vous ai dit, là, même dans les différents livres, il parle toujours de domaine d'élasticité puisque la majorité des structures ont été modélisées ou dimensionnées par rapport, pour rester toujours dans le domaine d'élasticité. Un point aussi important, j'ai dit que je préfère noter E par le module de déformation longitudinale parce que lorsque je vais prendre ici un élément, lorsque je vais appliquer un effort de traction, qu'est-ce que je vais engendrer? Je vais engendrer un allongement, mais en même temps, une réduction au niveau de l'aire de la section transversale. Si je vais appliquer un effort de compression, je vais engendrer un gonflement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai parlé E. E, c'est le paramètre qui caractérise la déformation longitudinale, ou bien un raccourcissement, ou bien un allongement. Mais bien sûr, vous avez un paramètre G qui caractérise la module de l'élasticité transversale. Égal à E sur 2, 1 plus le coefficient de Poisson. Donc, si on parle d'un acier dans le domaine de l'élasticité avec module de Young égal à 2,1 10 à la puissance 5 mégapascal et coefficient de Poisson égal à 0,3, donc G égale à 0,81 10 à la puissance 5 mégapascal. Pourquoi c'est important? Parce que si on parle d'une poutre soumise à la friction, on a besoin de E pour le calcul de la flèche, le calcul des contraintes, des déformations, ainsi de suite. Et si on a des poutres soumises à la torsion, ou bien soumises à un effort tranchant, dans ce cas-là, on a besoin de G qui représente le module de déformation transversale. Et tout simplement, on peut calculer même le coefficient de Poisson. Par définition, c'est quoi? C'est l'allongement de la structure par rapport à la longueur initiale sur la variation de diamètre par rapport au diamètre initial. Donc, c'est tout simplement ça. Le coefficient de Poisson, c'est la déformation longitudinale par rapport à la déformation transversale. L'acier, est caractérisé par Fy comme une contrainte limite élastique, contrainte normale limite élastique, traction ou bien compression. Elle est caractérisée aussi par une contrainte tangentielle de cisaillement élastique qui est égale à 0,58 fois Fy. Donc, l'acier, là, on n'a pas besoin uniquement des contraintes normales à la section, on a besoin aussi des contraintes tangentielles. Donc, c'est pour cette raison, dans ce tableau-là, vous allez avoir les différents paramètres, quels que soient pour les contraintes normales ou bien pour les contraintes tangentielles. Pour normal, j'ai besoin de E et de Fy. Pour les contraintes tangentielles, j'ai besoin de sigma, de G plutôt, et de taux E, égal à 0,58 fois Fy. Coefficient de dilatation thermique 12, 10, moins 6 degrés Celsius, moins 1. Température de fusion, bien sûr, pour la fabrication des profilés métalliques. On va mettre ça dans une enceinte à une température entre 1500 et 1600 degrés Celsius. Après, on va faire passer ça à un train de laminage. Okay. Donc, bien sûr, regardez dans cette courbe-là, vous avez deux aciers avec deux différentes nuances. Le premier rouge, le plus utilisé en construction métallique, c'est le S, surtout pour les constructions existantes. S235. Donc, S235, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un acier tel que la contrainte limite élastique égale 235 mégapascal. OK? Et pour le deuxième en rangée, c'est le S355. Donc, le point commun entre les deux,
c'est au niveau de la pente de la phase, bien de domaine d'élasticité, la même pente, donc le même module d'élasticité pour les aciers, pour n'importe quelle nuance. Pour le premier courbe, pour la première courbe, bien sûr, vous avez donc contrainte limite élastique égale 235 mégapascales et vous avez une contrainte de rupture égale 360 mégapascales. Donc, pour rester toujours dans le domaine de l'élasticité, il faut appliquer une contrainte inférieure ou égale à 235 mégapascales. OK? Et pour engendrer la rupture de l'éprouvette, il faut appliquer une contrainte supérieure ou égale à 360 mégapascales. Pour l'acier le plus fort, c'est sa limite d'élasticité égale 355 mégapascales et la contrainte de rupture égale 510 mégapascales. Donc, bien sûr, là, utilisation courant pour les structures simples, on utilise généralement des aciers de nuance 235 mégapascales. Et pour, même pour les bâtiments en charpente métallique, on peut rencontrer aussi des bâtiments avec des aciers de nuance 275 mégapascales. Et pour les ouvrages d'art ou là, pour les structures dont la charge appliquée est beaucoup plus importante, on peut aller vers 355 mégapascales. Bien sûr, parmi les techniques utilisées dans les nouvelles constructions, c'est on utilise beaucoup le S275. Pourquoi? Pour minimiser la section de profilé. Si on va augmenter la valeur de FY, on va minimiser bien évidemment la section transversale. Je peux vous montrer ça avec une méthode très très simple. Si vous avez par exemple un poteau soumis à un effort normal N, ok, et ce poteau-là de module d'élasticité E, de limite d'élasticité FY et de l'aire de la section transversale égale à A. Ok, donc la contrainte dans le poteau égale à N sur A. Cette quantité-là doit être inférieure ou égale à FK. Donc, l'air, elle est supérieure ou égale à N sur FY. قد ما نكبر في ال FY, bien sûr, je vais minimiser la valeur de A. Bon, bien sûr, sauf que j'ai dit sigma égale N sur A, c'est uniquement pour les éléments comprimés. On va parler par la suite. On va utiliser les différentes expressions de la contrainte pour les différents types de sollicitations. Mais juste pour expliquer, j'ai pris des exemples simples pour le cas des éléments qui sont soumis à un effort de compression. Donc, bien sûr, قد ما نكبر في l'effort, plus que FY est important, puisque je vais minimiser l'aire de la section transversale et donc je vais minimiser le profilet. Ok, donc maintenant vous avez, bien sûr ici vous avez le catalogue des profilés. Et bien sûr, regardez ici, vous avez ici par exemple pour les IPE de 80 jusqu'à 600, vous avez ici les différentes surfaces. Et si le calcul donne par exemple là, vous pouvez choisir directement le profilé qui convient.